Présente une circonscription unique et particulièrement exposée, Israël, l'Italie, la Grèce, Malte, Chypre, la Turquie et le Vatican, autant de territoires où se mêlent enjeux diplomatiques, conflits, diversité culturelle et défis quotidiens pour des milliers de Français. Avocate de formation, elle a fait un choix, quitter son confort et sa carrière pour se lancer dans un combat politique. Et en 2024, contre toute attente, eh bien, elle remporte une élection qui est absolument historique et elle succède à un homme que l'on pensait tous indétrônable. Depuis, Caroline Yadan porte une voix à l'Assemblée nationale, celle des Français de l'étranger, souvent éloignés, mais jamais oubliée. Elle se bat contre l'antisémitisme, elle défend les familles, elle prend des positions sur des dossiers internationaux sensibles, hein, vous allez le voir, et notamment sur le conflit israélo-Hamas et par rapport justement à la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Bonjour Caroline Yadan, c'était un petit peu long, d'ailleurs j'ai un petit peu résumé parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire à votre sujet. Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours et votre destin de femme? Alors il y avait surtout une chose, c'est que j'ai été députée avant 2024. J'ai été députée en fait de Paris, députée de Paris de 2022 à 2024, quelque chose qui est apparu, en fait c'est la vie qui m'offre les choses, elle se présente à moi et j'ai vraiment l'impression que c'est un parcours et en fait au fur et à mesure de ce parcours, je ne choisis pas, même si évidemment j'ai un rôle actif, mais c'est vraiment la vie qui m'offre des cadeaux. Oui. Et oui, vous l'avez dit, donc je suis avocate en droit de la famille et militante en fait, depuis toujours. C'est-à-dire, depuis toujours, ça a commencé quand? À l'adolescence, j'étais en colo, et en colo, enfin, j'ai fait les EI d'abord, les scouts, et puis après j'étais en colonie, et j'ai reçu à l'âge de 15 ou 16 ans, un diplôme de la plus grande militante déjà à l'époque, sans doute parce que je porte ça dans mes gènes, mais ça a toujours été la défense des plus faibles, la défense également des femmes, mais aussi bien sûr la lutte contre l'antisémitisme et mon attachement à l'État d'Israël. Donc ça, c'est dans mes gènes, ça a toujours été le cas, j'ai créé des associations, j'ai participé, etc. Et puis avocate. Et puis, jamais engagée en politique parce que la politique me semblait un monde inaccessible, un monde d'ailleurs où je ne me reconnaissais pas vraiment. J'étais soit trop à droite, soit trop à gauche, jusqu'en 2017, où Emmanuel Macron nous a proposé quelque chose d'extrêmement novateur, c'est-à-dire de cliquer sur un bouton de souris. Bon, d'abord, au-delà de ce qu'il proposait en termes de dépassement des clivages, je trouvais que c'était très intéressant. Social-démocratie aussi, prendre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, voir ce qui pouvait coller, et puis surtout quelque chose de très novateur, on appuyait sur un bouton de souris et on arrivait comme ça dans un mouvement où on avait la possibilité comme simple citoyen de participer au programme présidentiel. Et donc c'est comme ça que je me suis engagée en politique et les élections ont eu lieu en 2017 et puis au fur et à mesure je me suis engagée localement. Et en fait, j'étais en contact très vite avec donc ce monde-là qui était inaccessible avant, des députés, des ministres. J'ai travaillé avec Marlène Schiappa sur les femmes, avec Jean-Michel Blanquer sur la laïcité, l'éducation, etc. Et voilà, mais sans ambition politique particulière en ce qui me concernait. Plus l'avancée sociétale. Exactement, c'était vraiment la société, c'était faire en sorte que les idées que j'avais, que les valeurs, soient partagées par un plus grand nombre. Et puis en 2022, je reçois un appel, Stanislas Guérini, qui était à l'époque, qui dirigeait le mouvement En Marche, et il m'appelle, il me dit voilà, je vais être possiblement ministre, est-ce que je te vois bien à l'Assemblée nationale, est-ce que ça te dirait d'être ma suppléante? Et là, c'était je suis, pour tout vous dire, je vais faire mon marché un vendredi matin, et je m'assois, et je dis, mais c'était sérieux en fait? Et évidemment que ça a été un grand oui immédiat, parce que ça faisait sens comme députée d'être au cœur de la loi et évidemment d'être à l'Assemblée nationale pour continuer à faire avancer ce à quoi je croyais. Donc ça a été un grand oui, nous avons été élus, il a été ministre de 2022 à 2024, j'ai été députée de Paris et en 2024, dissolution qui nous tombe dessus, comme vous, parce qu'on n'était pas au courant, donc à 21h on est député, à minuit on n'est plus député, et donc ça signifie que à minuit, les collaborateurs, c'est très violent, hein, enfin,
parce que les collaborateurs perdent leur emploi, on doit partir du bureau et puis on doit se lancer dans une campagne. Donc moi, je me relançais dans la campagne de Paris aux côtés de Stanislas, en sachant que je ne serais plus députée, puisqu'il y avait quand même peu de chances pour qu'il redevienne ministre très vite. Mais bon. Mais je ne me sentais pas complètement à ma place non plus. Et là, on m'appelle et on me dit, est-ce que ça te dirait de te présenter dans la 8e circonscription? Le parti. D'accord. Voilà. Et on me dit, bah voilà, on a pensé à toi pour la 8e circonscription des Français de l'étranger parce que tu as fait beaucoup de choses. C'est vrai que j'avais fait beaucoup de choses par rapport à l'antisémitisme, par rapport à Israël, sur ce qui pouvait toucher évidemment les électeurs de cette circonscription. Et on m'a dit, s'il y a une candidate aujourd'hui qui peut y aller et qui peut gagner, c'est toi. Oui. Et donc j'ai réfléchi, j'ai dit je vous rappelle, et puis j'ai rappelé 1 heure après, j'ai dit bah évidemment que oui, c'est là où est ma place. Donc en fait il y a eu quand même cette, ces convictions, ces causes que vous défendiez avec beaucoup de force depuis des années, mais est-ce que le fait d'avoir été avocate, ça vous a aidé dans ce parcours politique ? Ça aide, bien sûr que ça aide, parce que d'abord, on sait ce que ça veut dire la loi. On a quand même une expertise réelle sur les textes de loi, on a une expertise réelle sur l'esprit de synthèse, sur ce qui est important, sur le cadrage également du travail, parce qu'il faut beaucoup travailler. Faut pas croire, hein, la fonction de députée, je pensais beaucoup travailler comme avocate. Je m'aperçois que, en fait, par rapport à la fonction de députée, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire que je peut-être plus sollicité. Mais c'est-à-dire que c'est de 7h du matin jusqu'à minuit quasiment tous les jours, et c'est sans arrêt, c'est à la fois réfléchir sur des textes, sur les textes en cours, sur les textes de loi, sur la communication, sur tout ce que je peux faire aussi comme avocate, vous voyez, comme députée de proximité. Mais il y a quelque chose qui se ressemble, c'est que comme avocate et comme députée, on est utile à l'autre. Vous voyez, comme avocate, on vient nous voir pour résoudre des problèmes, mais c'est un peu pareil, sauf évidemment lorsqu'on parle de national et de proposition de loi, mais quand je me rends sur le terrain, ou lorsqu'on me saisit, par exemple, j'organise des visios 1 à 2 fois par mois avec l'ensemble de mes administrés de la circonscription, ou quand je vais sur place, on me soumet des problématiques et j'essaye, tant bien que mal, de les résoudre. Donc ça se ressemble quelque part. Oui. Alors, on a parlé de la femme politique, hein, on a parlé de la femme avocate. Et votre vie de femme dans tout ça, comment vous arrivez à tout gérer ? Alors d'abord, j'ai la chance d'avoir un mari très compréhensif et très aidant, donc qui m'accompagne beaucoup. Et puis mes enfants sont grands. Mes 3 enfants sont adultes. J'avoue que s'ils avaient été petits, je ne sais pas comment je ferais. Franchement, j'ai des collègues que j'admire, qui sont mères et femmes et qui ont des enfants en bas âge. C'est très, à mon sens, c'est très compliqué à gérer. Voilà, moi, mes enfants sont... en tout cas pour 2 d'entre eux, partis de la maison, et ce sont des adultes aujourd'hui. Donc j'ai vraiment beaucoup plus aussi de temps en tant que femme à consacrer. Vous plongez dans le travail. On parle de cette circonscription, la 8e circonscription. Quand on en parle, on pense que c'est Israël, parce qu'il y a beaucoup de juifs en Israël, de juifs français en Israël, mais il y a d'autres pays. Bien sûr. Comment vous arrivez finalement à faire en sorte de gérer tous les défis majeurs, qui sont tous différents en réalité? Alors c'est très complexe. Je ne connaissais pas cette circonscription avant, évidemment, d'être élue. C'est très complexe parce que, vous l'avez dit, il y a Israël, alors ça représente à peu près 55% des électeurs, mais il y a le reste, et le reste, à chaque pays, on va dire, chaque Français qui habite les pays en question ont leurs problématiques. Donc il y a des problématiques communes qui se retrouvent, les démarches administratives, les problèmes de fiscalité, mais il y a des spécificités à chacun des pays, et c'est vrai que il y a vraiment. Par exemple, par exemple, typiquement en Italie, on a un vrai sujet par rapport aux retraités français en Italie, puisqu'il y a alors je ne veux pas rentrer trop dans les détails et être trop complexe, mais on a un problème de double imposition via une convention qui ne s'appliquait pas avant et qui s'applique aujourd'hui, avec des retraités français qui sont installés là-bas depuis longtemps,
temps et qui se voient destinataires de mise en demeure d'avoir à payer des sommes astronomiques pour eux, pour des personnes qui ont des pensions de 1500, 2000 euros, qui doivent d'un coup débourser 30 000 euros, 40 000 euros, jusqu'à 80 000 euros. Et donc vraiment, je me suis vraiment mobilisée sur ce sujet dès le départ, avec le ministre, puisqu'on travaille avec les ministres, et notamment le ministre des Français de l'étranger, et nous avons obtenu une avancée considérable sur ce sujet en allant à Rome et en rencontrant notamment le ministre des Finances italien, oui. Parce que quand on est député, on n'est pas ministre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de diplomatie en tant que telle, on n'a pas de lien direct avec le gouvernement, sauf à passer par notre propre gouvernement. Donc voilà, on essaye vraiment de travailler en bonne entente, en bonne intelligence. Par exemple, en Turquie, on a un problème d'école française, puisque avec le gouvernement turc qui veut restreindre l'accès aux Français turcs, donc à ceux qui ont la double nationalité. Donc ça a créé vraiment beaucoup de problèmes. Et puis des équivalences de diplômes. Et puis, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Alors vous avez parlé de l'Italie, on vous a vu rencontrer le pape. Oui. Alors comment ça s'est passé? Ah là là, grand moment, évidemment. Voilà, c'est magique en fait, parce que le pape, c'est quand même le pape. Donc on est allé avec une délégation du GEVI, donc du groupe d'études à vocation internationale de l'Assemblée nationale, dont je fais partie. Nous étions une petite délégation de 6 députés et nous avons eu une audience donc avec le pape. Donc après son audience publique, on a eu la possibilité d'aller le saluer. Et moi, je me suis dit que c'était d'abord très important, donc c'était un honneur qui m'était offert. Et j'en ai aussi profité pour lui glisser un mot sur la nécessité, à mon sens, pour l'Église aussi de prendre, de dire quelque chose sur cette haine des Juifs et cet antisémitisme qui monte. Voilà, parce qu'il me semble que l'Église a un rôle important à jouer. Et puis on a beaucoup parlé aussi dans le cadre de cette délégation et dans notre voyage de l'intelligence artificielle par rapport justement au positionnement de l'Église. On a vu différents dicastères, donc ça a été un moment extrêmement important, d'autant que je suis, je crois que vous l'avez mentionné tout à l'heure, députée des Français du Vatican. Absolument. Alors, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 5. Il y en a 5. Ouais. Alors, l'antisémitisme, Caroline, on en parle? On en parle, comment y échapper? Il y en a qui me disent, mais enfin, tu dois en avoir assez de parler d'antisémitisme, mais comme j'aimerais ne plus avoir à en parler. Exactement, ne plus avoir à en parler. Vous voyez, là, je travaille beaucoup sur les familles monoparentales, par exemple. Là, je fais un webinaire sur les violences faites aux femmes. Il y a plein de sujets dont je continue à m'emparer. Mais évidemment qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est un phénomène, si c'est pas moi qui, en fait, à ma place. Et c'est vrai que jamais, et puis je pense que c'est votre cas aussi, et puis le cas de ceux qui nous écoutent, qui sont concernés, jamais, au grand jamais, on n'aurait pu penser vivre ce que nous sommes en train de vivre. Les plus jamais ça, on y croyait en fait, surtout ma génération. Ouais. On était persuadés que ça ne reviendrait pas. Ou alors ça reviendrait, mais de manière, allez, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, sporadique. Mais ce déferlement, cette flambée, cette haine exacerbée et désinhibée, c'est quelque chose qu'on a même du mal à croire quotidiennement. Et donc c'est mon combat. Et mon combat notamment législatif, parce que c'est aussi à cause de ça, alors je réfléchissais déjà au moment de la campagne à introduire la définition de l'IRA de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste dans la loi. Et évidemment, le 7 octobre a accéléré les choses. Et j'ai beaucoup travaillé sur un projet législatif qui a été mis en forme, que j'ai déjà soumis au Conseil d'État et qui n'attend plus qu'à être examiné à l'Assemblée nationale, qui a 3 volets. Le premier volet, c'est la lutte, le renforcement de la lutte contre l'apologie du terrorisme, notamment en permettant les poursuites contre ceux qui font l'apologie des auteurs d'actes de terrorisme.
Le deuxième axe qui est essentiel, c'est tout ce qui concerne l'appel à la destruction d'un État. Aucun État au monde n'est appelé à la destruction lorsqu'on critique son gouvernement, à part Israël, parce qu'on touche là même au fondement de ce que représente aujourd'hui la haine des Juifs en France et dans le monde. Israël n'est qu'un prétexte, c'est une forme renouvelée d'antisémitisme qui se permet au nom du progressisme et au nom de l'humanisme, voilà, de faire des émules. Et puis le troisième axe, c'est le renforcement de la loi Guesso, c'est-à-dire tout ce qui est la comparaison avec la Shoah et avec le nazisme. Donc c'est vraiment une proposition de loi et c'est ma mission aujourd'hui. Comme députée, c'est vraiment une mission essentielle que je me suis fixée. Encore faut-il avoir la possibilité de pouvoir la présenter à l'Assemblée nationale. Au vu de la période que nous traversons là, c'est très compliqué, mais j'y tiens et je le ferai. Voilà, je le ferai parce que tout le monde dit qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, mais à mon sens aujourd'hui, on n'a pas encore les armes. On n'a pas encore les armes juridiques suffisantes. Il faut renforcer notre législation pour que des gens comme Rima Hassan, alors qu'elle a plus de 10 plaintes derrière elle, puissent en définitive et être condamnés lourdement. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est la prise de parole aussi. C'est la vigilance accrue. C'est le fait de faire comprendre. Parce que encore malheureusement dans l'esprit de beaucoup de personnes qui ne sont pas au fait de ce qu'est l'antisémitisme, il reste sur l'antisémitisme même si ça continue d'exister évidemment, de l'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà. Mais vous pensez vraiment que certaines personnes encore ne sont pas au courant, ont encore besoin d'être affranchies sur l'antisémitisme? Toujours. Oui. Nous, on a la tête dans le sac. Et on a ces biais-là et ces algorithmes-là qui font qu'on est au courant. Mais quand on n'a pas les bons algorithmes, on ne touche pas du doigt ce que c'est vraiment. Vous voyez, et voilà, et j'entendais encore, je fais des chroniques à la radio deux fois par semaine, et j'essaye vraiment d'employer les mots justes pour dénoncer ce qui est et pour dire ce en quoi consiste aujourd'hui la haine des Juifs. L'antisémitisme, il est partout, Caroline. Il est partout. Dans toutes les classes sociales, chez chaque individu. Oui, et il est exacerbé. Au gouvernement aussi. Non. Alors non, évidemment, non. Clairement non, mais il est exacerbé aujourd'hui évidemment par le parti politique qui a fait de la haine des Juifs son fonds de commerce, par le parti politique qui est complice des islamistes aujourd'hui et par ce parti politique qui fait un mal fou à la République et qui fait un mal fou évidemment aux Juifs, qui est LFI. Évidemment, on parle de l'extrême gauche. Mais on parle aussi de la liberté d'expression en France. On se cache justement sous cette liberté d'expression. Est-ce que ça va pas trop loin finalement? Est-ce qu'on laisse pas la parole? Vous parliez tout à l'heure de Rima Hassan. Est-ce que finalement on la laisse pas trop parler? On aurait 10 raisons de lui enlever sa nationalité française. On aurait 10 raisons de la sanctionner lourdement. Attention, on est dans un état de droit, il y a des règles à respecter et on ne peut pas retirer une nationalité à partir du moment où la personne n'a pas une double nationalité, et sauf erreur de ma part, ça n'est pas le cas la concernant. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, on est dans un état de droit, donc il y a des plaintes, il y a une régularité de procédure à respecter, c'est en plus l'avocate qui vous parle. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative avec des collègues d'abord de faire des articles 40 contre elle, contre Thomas Porte, contre des gens de la France Insoumise, pour qu'une procédure soit lancée par le parquet éventuellement, et puis rester vigilant et continuer à déposer des plaintes. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, ces gens-là, ils seront condamnés. À un moment donné, je vous le dis, Thomas Porte, il sera condamné parce qu'ils vont trop loin, parce qu'il y a un tel sentiment d'impunité qui est insupportable. Ils vont toujours trop loin. Enfin, je veux dire, quand Rima Hassan, là, récemment, elle poste sur son avant-bras un numéro de téléphone tatoué israélien, avec la proposition de loi que j'ai déposée, demain, elle est condamnée. Oui. Demain, elle est condamnée, mais je pense qu'aujourd'hui, elle peut être condamnée sur ce fondement-là. Et le problème, c'est que la justice est extrêmement lente, mais ce qu'il faut
à mon sens, le principal, c'est de dire que LFI n'est pas fréquentable comme on l'a fait pour le RN, c'est-à-dire que ce cordon sanitaire-là, je ne comprends pas encore qu'il ne puisse pas exister vis-à-vis de LFI, et c'est de la faute du PS, oui. Et c'est de la faute d'Olivier Faure, et c'est de la faute de ce PS qui est idéologiquement corrompu, qui ne pense qu'à ces sièges de députés. Alors, et ça, c'est absolument Caroline, terrible. Je l'entends, je sais les combats que vous menez, je sais que vous êtes partout, je sais que vous ne lâchez rien. On parle de lutte contre l'antisémitisme. Mais là, le président Macron vient de reconnaître un État palestinien au moment où on est en pleine guerre, où les otages n'ont pas été rendus, où Israël a vécu un drame, le pire depuis la création de l'État d'Israël. Comment vous voulez lutter contre l'antisémitisme alors que finalement la lutte au gouvernement ne va pas dans une seule direction ? Alors, il ne vous aura pas échappé, un, que je ne suis pas au gouvernement, et que deux, j'ai pris mes distances, y compris en quittant mon groupe parlementaire pour devenir apparentée à mon groupe parlementaire. Est-ce que c'est difficile ? Suite aux déclarations d'Emmanuel Macron, Absolument. Qui avait posé des conditions, et à partir du moment où ces conditions se sont transformées en objectifs, j'ai posé de manière très, très sincère d'abord, et parce qu'il ne pouvait en être autrement, par rapport au combat que je mène, je ne pouvais que dire que je posais mes distances par rapport à ça, parce qu'il était impensable de faire du 7 octobre le mythe fondateur d'un État, et il était impensable de parler de la création d'un État avant la libération des otages, avant la reconnaissance d'Israël par les voisins arabes, ou avant la démilitarisation du Hamas, qui étaient les conditions préalables. Est-ce que c'est difficile ? Oui, c'est toujours difficile de se dire. Que vous avez pris en faisant ça, mais en prenant vos distances. Je vais vous dire, je pense que la grande différence entre moi et d'autres personnalités politiques, c'est que je n'ai pas d'ambition politique. C'est pas mes ambitions politiques qui passent avant, c'est mes combats. C'est que j'ai une colonne vertébrale et que j'ai des convictions et que je mets ces convictions au service de la fonction que j'occupe. Mais si demain je redeviens avocate, je redeviens avocate. C'est pas dramatique en soi, vous comprenez? Or, beaucoup aujourd'hui de personnalités politiques n'envisagent même pas de quitter le monde politique et font d'abord passer leurs ambitions personnelles en disant est-ce que ça va me servir ou est-ce que ça va pas me servir? La question s'est même pas posée en fait. J'ai compris. Me concernant. Alors, je vais poser la question autrement. Donc aujourd'hui, vous êtes contre la déclaration d'Emmanuel Macron, clairement, vous l'avez dit, c'est affiché. Comment on peut continuer à faire votre rôle, finalement, avec autant de force, en sachant que finalement, vous avez dit ouvertement que vous étiez contre le président de votre pays? Mais parce qu'il n'y a pas que ça, il y a 10 000 sujets, il y a 10 milliards de sujets, parce qu'il y a une réforme, vous voyez, là je suis en train de travailler sur les familles monoparentales, voilà, je suis absolument persuadée que dans beaucoup de groupes on va dire du bloc central, il va y avoir beaucoup de députés qui vont me suivre, et d'ailleurs ça me fait juste penser que tout à l'heure j'ai parlé de ma loi sur l'antisémitisme, co-signée par 117 députés du PS au LR. Donc vraiment un large champ dont François Hollande. Donc mon but c'est d'arriver à fédérer, d'arriver à rassembler sur des combats qui sont des combats communs, qui peuvent faire avancer la société. Et peu importe en fait mon positionnement politique, c'est d'abord Caroline Adam et c'est d'abord les valeurs auxquelles je crois, c'est mon idée que je me fais de la République, de la démocratie et des combats que je dois mener aussi pour être utile à l'ensemble des administrés qui sont les miens aujourd'hui dans la circonscription qui est la mienne. Oui, non, mais j'entends bien Caroline, mais c'est vrai qu'on parle des familles monoparentales, on parle des femmes battues, je veux bien l'entendre, mais aujourd'hui, ce qui occupe la une en fait de tous les journaux, c'est l'antisémitisme, c'est le conflit israélo-Hamas, j'ai même envie de dire Hamas-Israël, si je vais au bout de mon idée. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur cette problématique-là, et vous êtes complètement détaché, avec beaucoup de courage, de la ligne politique de votre pays. Donc, j'arrive à ma question, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vous voulez dire pour le pays, pour les élections, enfin par rapport à quoi en fait? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Par rapport à vous, votre positionnement, par rapport au gouvernement, par rapport à
Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, je suis apparentée, donc on verra. On verra. Moi, je reste une voix libre, je reste une voix indépendante. Si je suis devenue apparentée, c'est pour être encore plus libre, encore plus indépendante, voilà, mais en continuant quand même à avoir des soutiens. C'est important, les soutiens. On ne peut pas avancer seul, surtout dans ces combats-là. Vous savez, moi, après le 7 octobre, j'ai monté la seule opération mondiale de parrainage des otages de l'ensemble des parlementaires français et européens. Personne n'a fait ça. 240 parlementaires européens, sénateurs et députés à l'Assemblée nationale pour 240 otages. On a pendant 1 an et demi fait en sorte de recevoir des familles des otages, etc. On a fait des films vidéo pour dire qu'on était là. J'ai monté un groupe, une sorte de boucle, groupe d'études antisémitisme et groupe d'amitié France-Israël pour alimenter justement les connaissances de chacun et je fais fonctionner cette boucle, y compris avec les anciens députés. Donc c'est quelque chose qui se fait sur le terrain et c'est important d'être, ça sert à rien d'être isolé et ça sert à rien, en fait, il faut pas que les gens qui vous écoutent se bouchent les oreilles en disant ouf, il y en a marre en fait de l'entendre. C'est pour ça que le discours doit toujours être un discours d'authenticité d'abord et un discours fédérateur et un discours qui explique. Vous savez, je suis médiatrice aussi, on l'a pas dit, je suis avocate mais je suis aussi médiatrice et quand on est médiatrice, c'est d'abord écouter l'autre. Écouter l'autre. Et c'est pas parce que tout le monde n'est pas engagé comme nous que les personnes ne sont pas de bonne volonté. Mais encore faut-il arriver en fait à fédérer. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi. Alors la lutte continue. Merci à vous, Caroline Yadan, pour cet échange. Avec grand plaisir. Un échange dense, un échange passionné. À travers vos mots, on comprend combien votre rôle est complexe. Combien défendre les droits des Français à l'étranger, affronter des enjeux diplomatiques brûlants, on l'a vu, tout en portant la voix des femmes, et puis surtout cette lutte contre l'antisémitisme. Votre parcours illustre la force d'un engagement sincère, authentique, avec la capacité des femmes à transformer la politique. Moi, ça, j'y crois, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Merci d'avoir partagé votre vision avec nous. Avec grand plaisir, merci à vous, bientôt. À bientôt.